Johannesburg music. Pour entamer ce panel. Donc, je vais quand même me présenter à votre conduite. Donc, je suis Madame Baptiste du cabinet BNK RH Consulting, professeure à l'université depuis 3 ans, donc sur management. Je suis également formatrice et consultante RH. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir 3 invités de haut niveau, ici à Sud Management, qui est une école de référence au Mali. Donc, on a décidé justement d'évoquer cette jeunesse qui est friande vraiment de savoir, d'expérience, cette jeunesse aussi qui a la volonté et justement qui souhaite bénéficier de vos précieux conseils aujourd'hui. Donc, je vais introduire en premier lieu, juste à ma gauche, M. Amadou Sidibé, qui est le promoteur de Sidibé Agrotechnique et qui exerce depuis plus de 20 ans. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Par la suite, je vais présenter, toujours sur ma gauche, Monsieur Eli Sinayoko, qui est promoteur, enfin qui est coordinateur du territoire du FACEJ Sougou depuis plus de 4 ans. On peut applaudir également. Et sur ma droite, nous avons Monsieur Mamadou Sansiba, qui est expert en entrepreneuriat à la pêche. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons 3 profils experts, 3 profils entrepreneuriat, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, tout le monde a fait un peu de commerce, tout le monde fait un petit business, chacun a des idées. Mais à côté de moi, aujourd'hui, on a des personnes qui sont passées à l'action depuis très longtemps et qui ont une bonne connaissance du Mali, du terrain, des exigences, que ce soit côté emploi et côté entrepreneuriat. Voilà. Donc, on va introduire la thématique aujourd'hui qui est, excusez-moi, l'employabilité, opportunité et emploi au subtalk d'aujourd'hui. Nous allons parler justement de l'employabilité des jeunes, les opportunités, mais également les défis qui vous attendent. On va parler justement de la situation des jeunes diplômés aujourd'hui au Mali, ceux qui ont fait des formations supérieures, des formations aussi également à côté, mais qui peinent à trouver du travail, à s'insérer, qui rencontrent des difficultés à trouver un emploi, mais également à démarrer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le choix est vaste. Donc, on va également avoir ensuite, on va avoir un échange de 45 minutes avec nos panélistes, et à la fin, vous pourrez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Sans plus tarder, je vais démarrer sur les chiffres clés. Parce que lorsqu'on parle d'un sujet, il faut vraiment se baser sur des études et des faits. Donc aujourd'hui, on sait que 80% de la population adulte, la main-d'œuvre, est de 81%. 19% hors main-d'œuvre sont au chômage. 10% de chômage officiel, mais jusqu'à 30% combiné. 53% des Maliens insatisfaits des performances du gouvernement en matière de création d'emplois. Donc, c'est d'après le baromètre Afrique. Les femmes sont 11 fois plus touchées que les hommes.
Les jeunes de 18 à 25 ans rencontrent un taux de chômage de 28%, donc plus du double des 26 à 35 ans. Les diplômés de niveau post-secondaire, eux, rencontrent un chômage de 17%. Et les personnes qui sont les personnes urbaines, donc qui sont en ville, sont plus touchées que les personnes qui sont dans les zones dites rurales. Donc on observe un chômage de 15% dans les zones urbaines et un chômage de 8% dans les zones rurales. Donc voici un petit peu les chiffres clés aujourd'hui. Donc retenez bien que 80% de la main-d'œuvre de la population adulte aujourd'hui, c'est 73% de main-d'œuvre et 8% de cette main-d'œuvre est au chômage officiellement. Donc le chômage aujourd'hui, c'est une personne qui est en activité et qui est censée avoir un emploi, mais qui ne trouve pas du travail malgré son diplôme et malgré sa recherche active. Donc un chômeur n'est pas une personne qui est à la maison et qui ne cherche pas du travail. Voilà, ça c'est important de mettre l'accent dessus. Donc sans plus tarder, on va ouvrir le panel aujourd'hui avec une question qui est centrale puisqu'on est à l'université aujourd'hui. À l'université, on obtient des diplômes, on obtient du savoir, on apprend les procédures, on apprend les techniques. Mais, chers panélistes, aujourd'hui, pourquoi le diplôme ne suffit plus aujourd'hui pour avoir un emploi? Donc ça, on va commencer avec une question générale. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes diplômées, brillantes, qui ont du savoir. Mais pourquoi ce diplôme, justement, ne suffit plus pour avoir un emploi directement accessible à toute la population en âge d'avoir un emploi? Donc, je vais donner la parole peut-être ici à Monsieur Sidibé. Puis ensuite, nous irons sur Monsieur Sensiba et ensuite Monsieur Sinayoko. Je vous en prie. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Amadou Sidibé. Je vous parlerai d'un cas atypique, mais qui est le reflet de ce qui se passe aujourd'hui en matière d'obtention de diplôme. C'est comme un verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai terminé mes études d'architecture de Moscou, une école d'élite en architecture. Avant moi, une seule personne avait pu terminer cette école en tant que j'étais le deuxième matin à terminer cette école en 1986, très longtemps. Je suis arrivé au Mali avec mon diplôme d'architecte. Je voulais aller dans la fonction publique. Je n'ai jamais essayé de faire un concours pour entrer en fonction publique parce que ça ne correspondait pas à ma vision des choses. Je suis allé, j'ai créé après une formation dans un cabinet, j'ai créé mon cabinet d'architecture et j'ai eu la chance en 1995 d'être le réalisateur concepteur du monument de l'indépendance du Mali. Mais aujourd'hui, un monument qui est unique en son genre parce que c'est l'indépendance du Mali. J'ai pu le faire grâce à mon talent, mais surtout grâce à l'opportunité qu'il y avait là, une demande publique de construire un monument à l'époque de Paris. Et il y a eu un concours national d'architecture où mon cabinet a gagné le premier prix et on a réalisé ce monument. S'il vous plaît, ça s'applaudit. Une série de bâtiments prestigieux. J'ai fait le Royal Corps, j'ai fait la rénovation de la Grande Poste, j'ai fait tous les bâtiments de la Flash, j'ai fait des milliers d'écoles à travers le Mali, des écoles en pierre dans la zone de Panankara. J'ai eu la reconnaissance de la Banque mondiale à l'époque. J'ai fait le siège de Orange Mali à CID. C'est pour vous dire que j'ai assez fait en tant qu'architecte et au fait de ma gloire, j'ai décidé de tourner le dos à ce métier à l'époque paisible pour me reconvertir en agriculture. C'est en 2001-2002
J'ai commencé par avoir un champ de légumes. Après, j'ai fait la première exploitation de raisins étables en Afrique de l'Ouest, un hectare de raisins. Après, en 2011, j'ai commencé l'aventure des serres. J'ai commencé par une petite serre de 300 mètres carrés en 2011-2012. En 2016, j'étais à 10 000 mètres carrés d'une serre exceptionnelle qui était branchée à l'intelligence artificielle et qui c'était le top du top. Et depuis ce moment, je passe tout mon temps à voyager pour lier le conseil agricole. Voilà, ça c'est le cas à moi. Ça veut dire que mon diplôme d'architecte, je n'ai pas fini par continuer à être architecte, bien que j'avais le choix. Vous, c'est autre chose. Vous venez dans des écoles prestigieuses, c'est la première fois que je viens ici, j'ai tellement entendu parler de cette école-là. Je félicite ceux qui ont eu l'idée de l'accueillir. Je suis en même temps un peu triste, parce que quand nous on était à l'école, nos parents ne dépensaient rien pour notre cursus. On était à l'école publique. L'école d'Amdalaï, après lycée de Mandalabou, lycée Prosper, et je côtoyais des élèves que je respectais plus intelligents que moi, qui me damaient en classe, et dont les pères n'étaient pas ministres, n'étaient pas commerçants, n'étaient pas entrepreneurs comme vous, parce que vous tous et toutes ici sont issus de familles aisées pour fréquenter une école comme ça. Donc vous parlez du chômage, vous êtes de l'autre côté de la barrière, parce qu'il y a plein d'autres dont les parents ne parlent de rien, d'assurer leur éducation, ils sont peut-être plus intelligents que vous, ils n'auront pas la chance que vous avez. Donc vous avez une longueur d'avance, c'est comme ça on va voir qu'on a eu tout ça, on va vous savoir plus tôt. Pour le dire, je disais tout à l'heure à l'entendre, je discutais avec les collègues, je leur disais qu'en fait, on est esclave du marché. Et j'ai tiré l'exemple de quand j'ai commencé à produire la tomate sous serre, je produisais en même temps que tout le monde, on se retrouvait sur le marché, je n'arrivais pas à vendre mes tomates. Et j'ai dit, la serre, c'est une structure qui permet de produire quand les autres ne produisent pas. Donc je me suis mis à produire des légumes et des fruits quand personne ne peut produire. Donc je suis rentré dans la contre-saison de la contre-saison. Dès que j'ai fait ça, j'ai vu que ça a bien marché. C'est la même chose pour l'emploi. Vous êtes formé pour être, moi je ne connais pas toutes les filières ici, commercial, business, RH, logisticien. Et à la fin de la journée, est-ce que quelqu'un vous attend pour vous embaucher? Est-ce que vous êtes vous prêt, si on ne vous embauche pas, à faire la reconversion? Moi j'ai fait une reconversion facile à l'époque, c'est parce que le vide sidéral qu'il y a en matière de demande agricole, la population croissante, j'ai pu faire une reconversion. Mais vous, est-ce que vous allez pouvoir vous reconvertir très facile? Et je retourne la question au formateur, est-ce que vous êtes en train de former des futurs employés ou entrepreneurs ou vous êtes en train de former des chômeurs? C'est ça la grande question que je pose à cette école aujourd'hui. Est-ce que l'école a étudié le marché? Quels sont les besoins d'aujourd'hui en intelligence artificielle? Quels sont les besoins en agriculture? Qui sait que la population malienne de 24-25 millions est occupée à 80% par l'agriculture directement et indirectement. Quand vous allez aux États-Unis, c'est 2% de la population qui arrive à nourrir les États-Unis et une partie du monde. Nous, on est à 80%. D'accord. Et pour ma question, je vais raccourcir, c'est pour vous dire, parce que j'entends la regardie, c'est d'accord, c'est vrai que vous avez trop parlé. Et je vous parlerai de l'agriculture quand j'aurai l'opportunité de vous dire. C'est vous dire, dès maintenant, continuez votre cursus, pensez à l'agriculture. Ce n'est pas le paysan qui a la base sur l'épaule, c'est l'agriculteur qui utilise les technologies et l'intelligence artificielle pour se frayer son marché, parce que la seule chose qu'on ne va pas cesser de faire, sauf si on meurt, c'est de se nourrir. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour donner la chance aux autres de parler et on est ensemble. D'autres questions, toutes je vais répondre. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Je pense que on va maintenant donner la parole à M. Sinayoko, mais pour répondre à M. Sidibé, effectivement, à Sup Management,
les jeunes sont formés vraiment à ce qui se fait sur le marché. Moi-même, j'ai un cabinet de recrutement, donc je viens inculquer aussi les valeurs du marché, les besoins du marché. Ils sont formés aux projets, aux techniques de recherche d'emploi. Ils sont formés sur des projets personnels également, sur la confiance en soi. On se concentre aussi sur le développement des jeunes, parce que même si ces personnes ont un bon projet, si l'individu n'est pas bien bâti avec sa confiance en soi, effectivement, là, ça ne va pas aller. Mais ils sont sensibilisés également sur l'intelligence artificielle, et l'université, en tout cas, offre la chance aux étudiants d'avoir l'actualité mondiale à l'université. Voilà. Donc, je suis juste professeur ici, hein, mais je dis ce que je vois. Merci pour ça. Donc, Monsieur Sinayogo. Voilà, je pense, voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Elie Sinayogo. Je travaille pour le programme FACEJ, le fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. Alors, avant de répondre à la question de la modératrice, je vais présenter très brièvement ce programme-là qui, je pense, va en intéresser certains dans l'audience. C'est un programme qui existe depuis 2019, qui a été financé par l'ambassade du Danemark et l'ambassade des Pays-Bas, qui a financé 2000 jeunes depuis l'année 2019. Parmi ces 2000 jeunes, il y avait 40% de femmes, de jeunes femmes. Alors, c'est de 18 à 40 ans. Et c'est dans les zones urbaines, donc il y a Bamako, il y a Koutiala, Boukouni, Sikasso, Sédou, Kita, Tombouctou et d'autres villes encore. Le programme est un véritable succès. Ils essayent même de l'implémenter dans d'autres pays voisins. Et la deuxième phase vient de commencer. Une deuxième phase où on a été rejoint par le ministère de l'Entrepreneuriat, qui est désormais impliqué directement dans ce programme. Et cette deuxième phase doit nous pouvoir financer 1500 jeunes d'ici à décembre 2027. Alors parmi ces 1500 jeunes, il y aura 45% de projets féminins. Donc j'encourage vraiment toutes les dames qui sont dans la salle à ouvrir leur oreille. 45% de projets féminins et également 330 projets qui auront un impact sur l'environnement. On appelle ça les projets verts. Voilà, donc au niveau, nous, vraiment, on est spécialisé dans l'entrepreneuriat. On a plusieurs partenaires au niveau des villes que j'ai citées qui sont spécialisés dans l'accompagnement des jeunes. Alors, on apporte un prêt bancaire. Et en plus du prêt bancaire, il y a 12 mois, voire 18 mois d'accompagnement avec une structure spécialisée qui va passer voir l'entreprise au moins une fois par mois pour donner des conseils. Voilà, donc ça c'est en gros le programme FACEJ. Maintenant, pour revenir à la question de la modératrice, moi je pense que M. Sidibé a dit une phrase très importante. Comme il nous l'a dit avant le début du panel, il avait expliqué l'employé et surtout l'étudiant qui termine son étude, en fait, il est esclave du marché. Il doit essayer à tout prix de comprendre le marché de l'emploi, quels sont ses besoins, quelles sont les compétences qu'il recherche. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains diplômes qui ne sont pas en adéquation avec les besoins du travail. Moi, je remercie le club Sucop de nous avoir invités et je remercie d'avoir impliqué M. Ba et M. Sidibé. M. Sidibé, je trouve qu'il est particulièrement pertinent pour cette thématique parce que, comme il a dit, l'agriculture aujourd'hui, c'est primordial au Mali. Au niveau du programme FACEJ, parmi les 2000 entreprises qu'on a déjà financées, il y en a au moins 20-25% qui sont directement dans la production agricole, comme lui-même. Et il y en a 20% à peu près qui sont au niveau de la transformation agroalimentaire. Donc ça fait presque la moitié des projets qui sont directement impliqués dans le domaine agricole. Donc je pense qu'aujourd'hui, on le sait, au Mali, l'agriculture, c'est quand même un secteur qui reste à développer, qui a énormément de potentiel. Et je vais partager une conversation que j'ai eue récemment avec quelqu'un qui est partenaire de notre programme, qui accompagne les jeunes. Il a donc sa structure pour ça, mais en plus de ça, il travaille également au patronat malien, au CNPM. Il me disait que véritablement, on voit qu'aujourd'hui, l'économie est vraiment
dans une période assez difficile, mais le domaine où il n'y a pas de crise, c'est l'agribusiness. Cette même personne qui est employée au patronat malien, qui est une structure d'accompagnement des jeunes, il est aussi agriculteur, il produit du melon comme le CCIV, et il disait qu'avec le melon, il prend son pick-up, il va le mettre au niveau de l'acide de mine, et avec ça, il peut gagner au bas mot 75 000 francs par jour, voire 125 000 francs. Il remplit son pick-up de melon et puis il apporte à l'acide de mine. Il dit qu'il a 4 pick-up comme ça dans la vie. Donc très prochainement, lui, il va même quitter le patronat pour se mettre à fond dans la vie, j'imagine. Donc c'est pour vous dire si vraiment, ça c'est un secteur pertinent. Je ne sais pas si la jeunesse malienne est vraiment formée dans ce secteur-là. La phrase que M. Sidibe a dit est très importante. L'agriculture, ce n'est pas la tabac. Il y a besoin de beaucoup de monde dans l'agribusiness. Des gens qui sont sur la qualité, des gens qui sont dans la logistique, des gens qui sont dans le marketing. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, si vous allez à l'étranger, le tabléni, personne ne connaît le tabléni, c'est le bissap. Si vous allez à l'étranger, personne ne connaît le zami. N'est-ce pas? C'est le liga, c'est le tchèque. Pourquoi? Parce qu'au Mali, en fait, on est très mauvais en marketing. Donc moi, je pense que dans votre école, vous étudiez le marketing, appliquez ce que vous avez appris au domaine, notamment à ces domaines porteurs, et l'agriculture en est un. Et là, vous verrez que vous répondrez vraiment à une demande du marché. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Ah, c'est bon, il a déjà un micro. Parfait. Je vous en prie, M. Ba. La même question. Oui. Ok, merci. C'est le sensible. Comme on a présenté, je suis expert en technologie adaptée aux petites et moyennes entreprises à la pêche. Je félicite le sud management pour l'organisation de ces échanges avec les étudiants. C'est un plaisir pour moi à chaque fois que je me retrouve à ce management. Parce que c'est ça, c'est ce qui permet aux étudiants d'être en contact avec les praticiens. Et là, vous serez confrontés pleinement à ce qu'ils vivent au quotidien, la réalité de l'emploi au niveau de notre pays. Pour répondre à la question de madame, c'est aussi simple que ça. C'est parce que la demande aujourd'hui est 10 fois plus supérieure à l'offre d'emploi. Et du coup, les diplômes ne peuvent plus suffire. À un moment, on disait c'est les meilleurs qui sont recrutés. N'est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, même les meilleurs qui souhaitent être recrutés, est-ce que le niveau meilleur d'un étudiant suffit? D'où aujourd'hui, les gens commencent beaucoup plus à s'orienter vers l'entrepreneuriat et l'État aussi a compris que non seulement l'État ne peut pas absorber tous les demandeurs d'emploi, mais également, même les services privés, les entreprises privées ne peuvent pas absorber tous les demandeurs d'emploi. Si on essaie de faire une statistique, à moyenne, par an au Mali, il y a à peu près les universités, les écoles professionnelles déversent plus de 50 000 jeunes sur le marché de l'emploi. En contrepartie, les entreprises, l'État, n'offrent pas plus de 10 000 postes. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, en faisant ces rapports, on se rend compte qu'il y a à peu près plus de 10 fois plus de demandeurs d'emploi sur le marché que d'offres disponibles. Donc, du coup, on demande aux jeunes, aux étudiants sortants, de tout faire pour exceller. Parce que, quelles que soient les mille manières, les plus doués vont s'en sortir. Et vous verrez sûrement vos formateurs en gestion des ressources humaines, vos formateurs en compétences de vie, vous diront faites tout pour aller vers le résultat. Faites tout pour vous démarquer des autres. Parce que vous avez beau avoir des connaissances, si vous ne savez pas vous vendre, qui va savoir que vous êtes doté de telles compétences en gestion, de telles compétences en comptabilité, vous êtes un jeune surdoué en informatique. J'ai un petit frère qui est à la maison, qui est un génie. Mais je vous en suis
je parle sur LinkedIn, il n'est pas présent sur LinkedIn. Je parle sur Facebook, il n'a aucune publication de ce qu'il fait régulièrement, de tout ce qu'il rend comme service aux gens. Il n'y a aucune présence sur Facebook. Et lui, quand il monte sur Facebook, c'est pour poster une photo de lui, les deux mains dans sa poche, la tête en bas comme ça. Ouais. Et donc, c'est juste, comment est-ce que les gens peuvent savoir que voilà un jeune talentueux en informatique qui peut faire notre affaire au niveau de notre part. Parce que je prends par exemple GCP qui a développé une autre expertise au niveau de son domaine, au niveau de son entreprise agricole, qui fait qu'il se démarque entièrement des autres agriculteurs. C'est l'intelligence artificielle qui est. Mais ce jeune qui est là, qui est doué d'une certaine compétence en informatique, qui ne se vend pas, comment est-ce que M. Sidibé ou quelqu'un qui est proche de M. Sidibé va savoir, bon, attends, il y a un jeune qui peut répondre à notre besoin et doit tomber à avoir besoin de lui pour répondre à nos besoins au niveau de notre entreprise. Donc c'est important. Quelles qu'en soient vos compétences, il faut également bien vous rendre. Il faut non seulement utiliser les réseaux sociaux pour vous présenter comme étant des jeunes bien habillés, bien portants, mais il faut également bien vous rendre. Il faut montrer que vous êtes compétents en logistique, il faut montrer que vous êtes des jeunes doués en informatique, il faut montrer que vous pouvez mener des débats sur la comptabilité sur les réseaux sociaux, mais également il y a des sites comme LinkedIn et autres qui sont des sites spécialisés pour l'emploi. Donc montez sur ces sites-là, montrez votre savoir-faire et je suis sûr que vous allez parvenir à vous démarquer un peu du lot. Mais par rapport à d'autres démarches, je pense que l'entrepreneuriat et autres initiatives pourront répondre de façon adéquate aux besoins d'emploi des jeunes. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sansiba. Alors aujourd'hui, un jeune sur 4 n'est ni en emploi, ni en école, ni en formation. Donc cette part représente 24 à 27%. Il y a aussi le phénomène fortement féminin, jusqu'à 42% des jeunes filles qui sont ni en emploi, ni en école, ni en formation. Mais c'est plus fréquent chez les personnes qui sont non instruites. On va avoir également dans le secteur informel, donc pour rappel, le secteur informel, ce sont des activités qui ne sont non déclarées. Donc, et c'est le secteur aussi qui domine le plus que le secteur formel. On a 47% de ces emplois informels qui sont dans l'agriculture et 20% dans le commerce. On va avoir également une prépondérance de l'auto-emploi, donc des emplois saisonniers ou à la tâche. Vous savez, ce sont lorsqu'il y a le ramadan, par exemple, il va y avoir des personnes qui vont proposer de la nourriture durant la saison du ramadan en fonction des différentes fêtes et événements culturels du pays. Ça, on peut appeler ça de l'auto-emploi. On va également avoir des pluriactivités fréquentes. Donc, c'est lorsqu'un individu ne gagne pas suffisamment sa vie, il est obligé d'avoir 2 ou 3 activités différentes. Donc, ça m'amène à la question suivante. Je crois que M. Sansiba a répondu en partie. Donc, qu'est-ce qui justifie le chômage en premier lieu? Donc, effectivement, il y a la capacité à se vendre, il n'y a pas assez d'entreprises. Donc, s'il n'y a pas assez d'entreprises, moi, j'aimerais diriger cette question à M. Sidibé. L'entrepreneuriat aujourd'hui, est-ce que c'est une alternative viable ou c'est un dernier recours pour les jeunes pour échapper au chômage? Madame, pour répondre à votre question, je dirais simplement que l'entrepreneuriat est presque la seule voie sur laquelle les jeunes doivent s'investir. J'aime bien l'entrepreneuriat. Vous voyez, la fonction publique, c'est combien de pourcents de la population? 2-3%. Aller travailler dans les entreprises, c'est quand les entreprises viennent vous embaucher. Alors que la crise économique actuelle, l'embauche bat de l'aile. Donc, obligatoirement, les jeunes doivent se diriger vers l'entrepreneuriat. Dans ce jeu, tout le monde va être PDG. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour créer des entreprises. Et il n'y a pas un domaine plus fertile que l'agriculture pour ça. D'accord. Voilà. Alors, ça m'amène à la sous-question. Donc, je pense que M. Sinayogo peut y répondre.
quels sont les outils, quels sont les ingrédients pour devenir entrepreneur? Parce que souvent, on entend on n'a pas besoin d'argent pour devenir entrepreneur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Maintenant, quels sont les outils qu'il faut? Donc, je souhaite devenir entrepreneur demain. Qu'est-ce que je dois avoir dans mon sac aujourd'hui comme ingrédient, comme outil pour être un bon entrepreneur? D'accord, c'est deux questions très intéressantes. La première question, est-ce qu'on peut commencer avec rien? Ça dépend du secteur d'activité. Une chose est sûre, on a la chance de vivre à une époque aujourd'hui avec les digitales qui nous offrent beaucoup d'opportunités sans pour autant avoir à faire des gros investissements. Dans beaucoup de secteurs d'activité, il ne faut pas se voiler, il faut quand même faire des investissements. C'est le cas notamment de l'agriculture, si on n'est pas dans cette partie commerciale, mais si on veut se mettre dans la transformation ou bien dans la production, là il faudra sans doute faire des investissements. J'ai oublié la deuxième question. C'était... Quels sont les outils voilà, pour devenir entrepreneur? Alors, la formation est très importante. Même dans le cas du digital que je viens d'évoquer, faites vous former. Nous, on insiste beaucoup là-dessus au niveau du programme FACEJ. Quand quelqu'un vient postuler au programme, on regarde est-ce que la personne a une formation en adéquation avec son projet. Est-ce que véritablement elle a une expérience, est-ce qu'elle a au moins une expérience théorique pour mener à bien son projet. Donc c'est très important la formation. Aujourd'hui, c'est pareil, le digital nous offre énormément d'opportunités au niveau de la formation. Avec YouTube, avec ces outils-là, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur quasiment presque tous les secteurs d'activité. Donc je dirais que pour être entrepreneur véritablement, il faut chercher à se former. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, on apprend avec les erreurs. Soit vous apprendrez avec vos erreurs à vous, soit vous apprendrez avec les erreurs des autres. Donc la formation, ça vous sert à apprendre avec les erreurs des autres, avant de tomber vous-même dans les mêmes pièges. Pas besoin de réinventer la roue, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Même le projet que vous avez en tête, vous verrez qu'en regardant bien, quelqu'un l'a déjà eu. Si c'est pas au Mali, c'est dans un pays voisin ou ailleurs. D'accord. Vraiment chercher au maximum à vous former. Et une dernière chose, une compétence très importante et que vous développez au niveau de Sud Management pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la gestion. Savoir gérer les fonds, notamment d'une entreprise. Par exemple, vous connaissez la notion de coût de revient. Vous serez épaté du nombre de personnes qui ne maîtrisent pas le coût de revient de leurs produits. Alors vous avez étudié ce qu'est le coût de revient durant votre cursus. Assurez-vous quand vous allez monter votre entreprise, votre projet, de bien prendre cette notion en main, parce que c'est à partir de là notamment que vous fixez le prix de votre produit. Donc la gestion, ça c'est l'avantage que vous avez à la gestion, ça va aider dans toutes les entreprises, peu importe. Et nous on remarque au niveau du conseil, il y a des gens qui viennent du secteur financier, de la banque, et c'est souvent des gens qui sont très rigoureux et qui réussissent grâce à ça, parce qu'ils savent vraiment gérer l'argent de manière correcte. Donc utilisez au mieux cette compétence que vous avez développée, elle sera primordiale durant l'établissement de votre entreprise. Très bien. Merci beaucoup, on peut applaudir. Alors, Monsieur Ba, qui est expert en entrepreneuriat à l'Agence pour l'emploi des jeunes au Mali. Donc, avec les réponses qu'on a eues de Monsieur Sidibé et Monsieur Sinayoko, on a donc besoin d'un smartphone. Donc, il faut acheter le smartphone quand même. Il faut avoir la Wi-Fi aussi ou acheter du forfait pour faire de l'e-business. Il faut savoir gérer son argent. En dehors de ces aspects, sur le terrain, si on prend le contexte malien, au vu de la conjoncture économique et sociale, quels sont les outils supplémentaires qu'un jeune aujourd'hui peut acquérir ou doit acquérir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Merci madame pour cette question. D'abord, je tiens à rappeler que j'aime parler en toute liberté. Et je vais parler franc. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Si vous savez que vous avez un mental faible, vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est fait
pour les personnes fortes, doté d'un mental fort et d'un état d'esprit fort. Il n'y a pas d'excuse. Quand on prend 100% des entreprises qui naissent aujourd'hui au Mali, je vous assure, 90% partent en fait. Surtout les entreprises créées par les jeunes. Cela s'explique par la faiblesse de la mentalité des jeunes. Ce matin, quand je suis arrivé au bureau, à 8 h, le chef est venu me voir pour me dire, bon voilà, bah, tu te prépares, il y a un tel collègue qui devrait venir aujourd'hui à ce management pour faire une conférence sur l'entrepreneuriat. Je ne connais pas le thème, je ne connais rien dessus, mais je ne me cherche pas d'excuses en me disant non, la lettre est venue en retard, je viens d'être informé. Non, tout comme cela, il n'y a pas ça en entrepreneuriat. Les difficultés surgissent, vous cherchez des solutions et vous trouvez des solutions. Mais si vous n'êtes pas prêt pour cela, vous vous apitoyez sur votre sort, vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat. Aussi, autre chose, il faudrait qu'on développe la culture entrepreneuriale au Mali. Elle est développée de façon informelle chez certaines ethnies, notamment les Sarkolais, les Djogramins. Depuis à bas âge, ils n'ont même pas besoin de passer par l'école, ils sont préparés psychologiquement à cela. Vous n'êtes pas à des difficultés, voilà les solutions pour contourner ces difficultés-là et avancer. De la même manière, c'est la question de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous devrez vous armer du courage et être doté d'une culture entrepreneuriale sans ébauche. Autre chose, l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui au Mali n'est pas assez favorable. Et si on essaie de voir les financements des banques, le taux est à combien pour cent? Beaucoup. 10%. Beaucoup plus. 10%. Non, de façon raisonnable. 10% parce que l'APEJ intervient souvent, il y a des partenaires comme FASEJ qui interviennent à travers le ministère de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut demander à un jeune qui a prêté 5 millions pour réaliser un mini-projet et on s'attend à 10% de la part de la banque et que l'entreprise puisse s'en sortir après? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Autre chose, c'est aussi la condition sécuritaire et les tensions sociopolitiques au niveau du Mali qui font que les entreprises ne peuvent pas prospérer. Parce que nous sommes dans une économie ouverte. M. Sidibé, qui mène son agriculture, il souhaite exporter ses produits. Mais si aujourd'hui il y a des tensions avec des pays voisins, tels que la Côte d'Ivoire et d'autres pays, c'est extrêmement difficile pour M. Sidibé, eu égard aux difficultés existantes et vu qu'il n'y a pas aujourd'hui d'accord, de nouveaux accords possibles de partenariat économique, parce que le Mali et d'autres pays de l'AES se sont retirés de la CEDEAO, ça peut bloquer. Donc pour terminer, j'aimerais vous dire, il faudrait non seulement ceux-là qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat, s'armer du courage, mais aussi, si possible, vous mettre en réseau. Parce que quand vous vous mettez en réseau, celui-là souhaite se lancer dans le domaine de la transformation des déchets, par exemple, en engrais organique. C'est un exemple que je prends. Toi, si tu as envie de te lancer dans le même domaine, il est fort probable quand vous allez mettre votre expertise, vos expertises ensemble et que vous évoluez ensemble, c'est même facile que les partenaires vous financent et que même d'autres personnes vous fassent confiance et que vous puissiez encore faire face ensemble aux difficultés qui vont surgir. Mais quand tu pars seul, ça peut être compliqué. Très bien. Merci beaucoup, M. Sensiba. On peut applaudir. Alors, je reviens maintenant chez M. Sidibé. M. Sidibé qui a vraiment un très beau parcours comme nos panélistes ici. Concrètement, sur le terrain, aujourd'hui, quand un étudiant ou un jeune veut se lancer dans l'agriculture, parce que le Mali a beaucoup évolué avec, c'est vrai que la technologie aujourd'hui, quels sont... Alors, déjà, M. Sensiba nous a parlé de mental, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde.
Alors aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer dans le secteur agricole, qu'est-ce qu'il lui faut concrètement? Et si possible, si on peut aussi avoir, par exemple, quelqu'un qui a une parcelle, la parcelle d'un parent et qui veut débuter, de quoi a-t-il besoin concrètement? Très bonne question. Monsieur Ba vient de dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est tellement vrai que l'entrepreneuriat, c'est l'ADN. Mais presque tout le monde peut travailler dans une entreprise. Donc si on prend ceux qui ont l'ADN d'entrepreneuriat et ceux qui ne l'ont pas, dans une entreprise, presque tout le monde peut travailler. Donc, pour répondre à votre question, j'aurais dû être dans ma ferme à l'heure où je vous parle, parce que j'ai eu une délégation de haut niveau de l'Organisation internationale du travail qui a initié un projet qu'on appelle Ankabara. C'est de former 50 jeunes, 18 à 35 ans, dans le métier de maraîchage, avec des technologies modernes. Et pour ce faire, j'ai amené un agronome du Kenya qui est arrivé spécialement pour ça, et mon chef d'équipe qui travaille avec moi depuis 17 ans, donc qui a une formation pratique. Il n'est pas allé dans une école d'agronomie, donc il n'a pas de diplôme, mais auquel j'ai appris faire ça, et il l'a fait mécaniquement pendant 17 ans. Et l'agronome kenyan, c'est pour vous expliquer aujourd'hui pourquoi on fait, pourquoi on plante une graine comme ça, pourquoi on ne l'arrose pas avant tel nombre de temps. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ces 50 jeunes-là sont en train d'être formés au métier de l'horticulture pratique pour gagner du temps. J'ai une horticulture jeune. L'année par la banque, moi je suis allé à la banque. À la banque, je suis allé emprunter 205 millions. J'ai dû rembourser 455 millions pour récupérer mes biens. Wow. Voilà. Donc, n'allez pas dans les banques. Si je faut vous interdire, n'allez pas dans les banques. Parce que 10%, même si c'est 10%, il y a des frais de dossier, il y a et assurance, ajouter tout ça, vous allez être à 16%. Vous n'allez pas vous assurer. Les banques ne sont pas outillées pour l'activité agricole. Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est d'aller step by step. Regardez le métier de pépiniériste. Avec 100 000 francs, vous pouvez produire entre 750 000 et 1 million en 3 mois. Le métier de pépiniériste. Ok. La pépinière, allons-y, la pépinière de papaye sur le numéro 8. La boîte coûte 45 000 francs, les 2 € 15 000, les sachets, on les ramasse. Et puis, on fait la pépinière. Avec cette boîte de 45 000 francs, on peut générer des recettes entre 750 000 et 1 million en 3 mois à partir de 100 000 francs CFA. Alors, pour ne pas vous interrompre, M. Sidibé, il nous faut aussi de l'eau. Non, arroser une pépinière, c'est inclus. Oui, mais comme on parle également du contexte, souvent il y a certaines zones qui ne sont pas bien desservies en eau, parce que c'est aussi une difficulté que l'entrepreneur va rencontrer. On ne s'est pas compris, c'est-à-dire que moi je dis pépiniériste, c'est quelqu'un qui à partir d'une graine peut produire des plantures qu'elle revend à 500 francs pièce. D'accord. Votre métier, c'est d'avoir un petit puits, un lopin de terre de votre père ou de votre cousin de 300 sur 300, un petit hangar, j'ai mis 100 000 francs pour tout ça. D'accord. Et donc, vous pouvez, à partir de l'agriculture, c'est un rare métier. Avec 100 000, on peut aller à 750 000 en 3 mois. D'accord. C'est plus de 700%. D'accord. Avec ces 750 000, vous investissez dans 1000 mètres carrés de melon, vous pouvez monter de 750 000 aller à 2 400 000. D'accord. C'est ce que j'appelle le step by step. Ok. Mais pour être entrepreneur agricole, il faut avoir de la motivation. C'est la première chose. La motivation. N'y pas y aller par défi, disons par dépit, mais y aller parce que vous avez en train de compris qu'à travers ce métier, vous pouvez vous enrichir dignement, rapidement. D'accord. Voilà. Et donc, la motivation et la formation. D'accord. Et aujourd'hui, moi, je m'attelle à former des jeunes. Les jeunes viennent de partout d'Afrique de l'Ouest. Je n'ai jamais fait payer quelqu'un parce que je me dis, la relève, c'est quoi? Moi, j'ai fait des millions d'erreurs. J'ai dû perdre près de 1 milliard. C'est toutes mes pertes cumulées. Parce que je suis architecte, j'ai pu avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ces échecs-là que j'ai accumulés, pour moi, c'est comme un tas d'ordures. Il y a de l'or dedans. De l'or dedans, très bien. C'est de leur apprendre à ne pas faire d'échecs. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir.
Alors, avec ce que M. Sidibé vient de nous dire, effectivement, il faut avoir l'amour du métier et il faut aussi sortir de ce qu'on appelle la bureaucratie, c'est-à-dire que tout le monde veut se voir dans un bureau beau et prendre des photos, être en costume. Le monde a changé, le monde a évolué. Il faut aller vers ce dont le pays a besoin. Ce dont le pays a besoin, c'est là où il y aura la richesse et c'est là où vous pourrez faire votre bénéfice. Donc, ma prochaine question s'adresse à M. Sinayoko. Quelles sont les erreurs fréquentes que commettent les entrepreneurs? Et quelles sont les principales causes de l'échec de l'entrepreneuriat lorsque les jeunes montent un projet et qu'ils évoluent? Merci bien pour la question, une très bonne question. Alors, je dirais que l'une des sources d'échec, des fois, c'est le manque d'accompagnement. Le manque d'accompagnement pertinent. Là, j'aimerais revenir sur quelque chose que M. Barr a évoqué. Il faut vraiment qu'on construise la culture entrepreneuriale au Mali. C'est quelque chose vraiment à développer. Et c'est ce que font des programmes comme la pêche, comme le FACEJ. Ça permet de renforcer tout l'écosystème. Ce n'est pas juste les entrepreneurs qui doivent être renforcés, mais également les accompagnateurs, également les banques. Comme a dit M. Sidibé, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, certaines banques n'ont pas de produits ou services adaptés. Il faut changer tout ça. Donc il faut que tout le monde monte en gamme. Alors pourquoi vous, ça vous concerne? Je dirais qu'au niveau de l'employabilité, vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise pour être dans l'entrepreneuriat. Comme l'a dit très bien M. Ba, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime les problèmes. Si vous n'aimez pas les problèmes, l'entrepreneuriat, ça va pas être bon. Parce qu'il y a tout le temps des problèmes dans l'entrepreneuriat. D'accord? Donc maintenant, par contre, l'entrepreneuriat, comme je disais, il y a des acteurs à renforcer. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des structures d'accompagnement, ils ont besoin d'employés qualifiés, d'employés qui sont intéressés par cette approche entrepreneuriale, des gens sérieux, des gens bien formés sur les notions, par exemple, de coût de revient que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est des structures que vous pouvez très bien cibler quand vous êtes présent sur le marché de l'emploi. Si vous-même, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat un jour, vous pouvez aussi commencer par ça, commencer par accompagner les jeunes. Et ensuite, ça va aussi vous donner des idées et vous pourrez développer votre projet plus en avant. Voilà, en tout cas, je pense que c'est très important ce qu'a dit M. Ba. Il faut vraiment qu'on construise la culture entrepreneuriale dans notre pays. Je pense que si vous êtes dans une des meilleures écoles de tout le pays, moi-même j'ai une jeune sœur qui est dans l'audience aujourd'hui. Je sais que c'est vraiment une formation de qualité, donc on compte sur vous pour rendre le Mali compétitif. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est des entrepreneurs du Nigeria qui vont venir, c'est des entrepreneurs du Sénégal ou autres qui vont venir ici prendre l'argent des Maliens et repartir avec dans leur pays. Donc vous faites partie vous avez une formation de qualité, on compte sur vous pour justement faire grandir cet écosystème et nous rendre compétitifs parce que le potentiel du Mali, vous le savez tous, il est énorme. Ok, merci beaucoup, on peut applaudir. Alors, avant de donner la parole à M. Ba, donc c'est vrai qu'un entrepreneur, l'objectif d'un entrepreneur, c'est de devenir une grande entreprise et d'employer finalement. Aujourd'hui, le chômage, il s'explique aussi parce que les entreprises existantes peinent à faire un chiffre ou un résultat suffisant, manque de compétences. Vous voyez, si aujourd'hui j'ai une maison et qu'il faut vraiment alimenter cette maison en électricité, en eau, et que j'ai personne dans la maison qui sait faire ce travail, la maison va fermer. Donc aujourd'hui, c'est le problème des entreprises. Les grosses entreprises qui sont là emploient déjà suffisamment. Et les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, donc les entrepreneurs qui arrivent à avoir une stabilité, qui finalement arrivent à embaucher du personnel, rencontrent des difficultés parce qu'il faut avoir des talents compétents. Mais des gens aussi, on parle de la compétence, mais moi je parlerais plutôt de l'humain. Et lorsqu'on parle de l'humain aujourd'hui, Monsieur Ba, selon vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir aujourd'hui et quelles sont les compétences qui sont recherchées aujourd'hui au Mali en fonction de notre contexte social et économique? Comment peut-on s'en sortir aujourd'hui? Difficile. S'en sortir. Mais pas impossible. Pas impossible. Ok. Parce que nous ne le mettons pas en cause. Vous voyez tout de suite, M. Sidibé l'a dit, il est parti pour chercher un expert jusqu'au client pour venir trouver une solution au niveau de son champ. Vous voyez, dans tous les Mali,
tous ces grands Mali. Nous disons, nous sommes un pays des experts, des grands hommes, des ceci, cela. On n'a pas un expert qualifié jusqu'à ce que M. Sidibé a été obligé d'aller jusqu'au Kenya. Donc, c'est de dire aux jeunes, nous sommes dans un monde mouvant. Ce n'est pas statique. Vous êtes aujourd'hui logisticien. Moi, je suis logisticien de formation. C'est vrai que j'ai un master de recherche en sciences de gestion, gestion des ressources humaines, mais également j'ai une licence en gestion des logistiques et des transports. J'ai terminé en 2009. Vous trouverez qu'en 2009, ce que nous faisions en logistique, forcément, les notions évoluent. Ce n'est pas la même chose. Et donc, les gens doivent constamment se remettre en question et chercher à innover. Et c'est le même problème au niveau de nos entreprises. Si vous voyez que nos entreprises n'évoluent pas généralement souvent, ou quand ils rentrent dans un monde de compétition, on devient bloqué, surtout face à des entreprises étrangères, parce qu'il y a l'ingéniosité qui manque, il y a l'innovation qui manque. Or, au niveau de chaque entreprise, il doit y avoir une structure qui pense régulièrement. Des personnes qui pensent comment innover, c'est ce que nous sommes en train de faire, et comment changer, comment répondre à la satisfaction de la demande. Et là, s'il y a une entreprise au Mali qui le fait très bien, je pense que c'est Orange. Je ne sais pas une publicité pour eux. Orange, c'est vrai. Au marché malien. Nous voyons régulièrement qu'ils viennent avec de nouveaux produits. Nous avons dit, mais les gens d'Orange nous fatiguent avec leur message. Mais après, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, vous devrez prendre l'exemple sur Orange Mali, au niveau des différentes entreprises qui seront créées, pour faire en sorte d'innover constamment pour répondre au marché et à la demande du client. Très bien. Pour revenir un peu par rapport à la question que vous avez posée à M. Senaïgo, les échecs. Les échecs des entreprises, c'est un peu aussi cela. Il y a le manque d'innovation, il y a aussi du personnel non motivé et non qualifié, un manque de qualification. Aujourd'hui, vous partez dans une entreprise malienne, et là, c'est celui qui a suivi des formations en gestion des ressources humaines qui parle. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de facteur de motivation des agents. Quand les salariés maliens comparent son salaire à quelqu'un qui est dans un pays voisin, tout près comme le Burkina Faso, il va se décourager. Il n'y a pas de facteurs qui sont mis en place pour encourager les salariés à se donner corps et âme et à faire comme si l'entreprise l'appartenait. Exactement. Parce que chaque salarié au niveau de l'entreprise doit se dire, l'entreprise là c'est notre bien commun à tous. Si l'entreprise prospère, c'est que moi aussi, d'un côté, je vais construire. Mais quand l'entreprise prospère, les chiffres d'affaires de l'entreprise croient de façon exponentielle. Et de la même manière, les salariés voient que son salaire est statique. Depuis 5 ans, son salaire ne bouge pas. Et par contre, à chaque fois, le chef d'entreprise vient pour dire, bon voilà, il y a telle situation au niveau du pays, il faudra qu'on revoie les conditions. Ce n'est pas une amélioration des conditions, c'est plutôt une diminution des conditions de travail et des conditions de satisfaction qui est revue à la baisse. C'est ce que je voulais ajouter. Et c'est ça aussi que les jeunes futurs entrepreneurs doivent savoir et encourager dans les jours à venir. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on arrive quasiment bientôt en fin de ce panel. Je m'adresse encore à Monsieur Sidibé, pardon. Monsieur Sidibé, de quoi manque la jeunesse aujourd'hui? Vous qui avez réalisé pas mal de choses dans ce pays, vous avez une riche expérience également. Concrètement, de quoi manque la jeunesse aujourd'hui pour réussir? Que ce soit sur le côté salariat ou sur le côté entrepreneurial? J'avais l'impression que la jeunesse n'était pas motivée, c'est des fils à papa qui sont nés avec une cuillère dans la bouche. C'est cette impression que j'avais. Mais dès que j'ai commencé la formation de l'OIT avec les 50 jeunes, il y a des filles.
et des garçons qui, à 40 jours, ont commencé cette formation, ne sachant rien, voulant simplement savoir M. Sidibé comment il a réussi. Je crois que j'ai réussi, je n'ai pas réussi, mais on va leur laisser croire ça encore. Et ils sont venus, ils ont commencé petit à petit, certains ne parlant pas anglais, on a pris les traducteurs. Et je suis allé il y a une semaine, comme ça, aller m'asseoir. Certains ne me connaissaient même pas, voir comment ils sont en train de travailler. J'ai vu que cette jeunesse-là en veut. Cette jeunesse a besoin qu'on tende la main dans la bonne direction. C'est surtout ça. Et comme M. Bal a dit, améliorer l'environnement économique. Parce que vous savez, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, il faut leur donner du miel. Donc cette jeunesse en veut, il faut bien la former dans les filières qui ont de l'avenir. Vous allez dire que j'ai une déformation professionnelle, bien que l'agriculture n'est pas ma profession, encore dans l'agriculture, toujours en agriculture et encore dans l'agriculture. Parce qu'on est à 2% de terres arabes exploitées sur 60% mondial. Wow. On a des fleuves qui ne tarissent pas, on a du soleil, c'est le rare pays au monde où on peut faire 3 cycles de melon en une année. Au Maroc, ils ne font qu'une seule fois, l'hiver empêche de faire. Et vous voyez, il y a 4-5 ans, j'ai dit, dans 1-2 ans, on n'importera plus le pastèque au Mali, plus le melon. On a formé des petites coopératives. Moi, je suis allé voir les grands sémenciers, Syngenta, Close, les grands producteurs d'engrais. Je les ai convaincus, ils m'ont vendu ce matériel. Et souvent, j'ai même donné à crédit aux gens. Et aujourd'hui, on n'importe plus le pastèque au Mali. Toute la pastèque que vous voyez au Mali vient à 99% du Mali. Le melon qu'on achetait à 1500, on vend aujourd'hui à 300 francs le kilo. Ouais. C'est pour dire que c'est possible. Mais il faut leur donner l'opportunité de les former, les suivre. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec l'UIT. Et ce panel me donne l'opportunité de parler avec le gestionnaire du Express-Pas. C'est pas une fois qu'on a 50 jeunes ultra bien formés, que je ne veux pas que ces jeunes-là aillent être employés de quelqu'un. Mais je veux qu'ils s'installent à leur propre compte, qu'ils s'enrichissent à leur propre compte pour que ça fasse effet bourgeois. Très bien. Voilà, merci. Un grand merci, M. Sidibé. Alors, M. Sidibé, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, quelles sont les activités qui marchent le plus? Selon vous et selon l'expérience avec le FACEJ, quelles sont les activités qui ont le plus d'avenir au Mali en fonction de notre contexte actuellement? Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est en quelque sorte commerçant. Achat-revente, achat-revente. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui peuvent être porteuses aujourd'hui? D'accord, merci. Très bonne question. Je pense que ça va beaucoup intéresser l'auditoire. Mais je vais prendre 2 secondes pour revenir sur la précédente question parce que je me rends compte que je suis un peu emballé. Je n'ai pas bien répondu. Au niveau des erreurs, moi je pense que M. Sidibé avait tout dit dès le départ, à savoir que vous êtes esclave du marché. Et souvent, l'erreur qui est faite par les entrepreneurs, c'est de négliger l'étude de marché. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'argent. Une étude de marché rigoureuse avant de vous lancer, ça va vous permettre de faire des erreurs vraiment qui peuvent être dramatiques. Maintenant, pour répondre à cette question, au niveau de... Et quelles sont les activités qui peuvent le plus marcher dans l'entrepreneuriat en dehors du commerce? D'accord, donc on a beaucoup parlé de l'agriculture. J'insiste encore, je souligne là-dessus, c'est pourquoi vraiment c'était pertinent de faire de M. Sidibé pour une telle thématique. Après l'agriculture, il y a des choses toutes simples comme la restauration. En fait, il faut vous dire que crise ou pas crise, les gens vont manger. Les gens vont manger. La restauration, c'est très rentable. On m'a dit, ce n'est pas les jeunes du passage, c'est des jeunes qui sont assis devant Amandine. Financé Amandine. Apparemment, ils vendent des brochettes qui peuvent se faire 1 million en une soirée. 1 million en une soirée. Vous avez entendu, hein? On va installer nos stands de brochettes. Nous, par exemple, au passé, on a financé déjà plus partout. Le restaurant, c'est vraiment un modèle qui marche bien. S'il vous plaît. Le digital aussi, le digital demande très peu d'investissement, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, les gens ne sont pas tellement formés, mais si vous formez, vous pouvez être rapidement
compétitif. L'avantage, comme je l'ai dit, c'est de ne pas avoir trop de dépenses à faire. Donc ça, c'est des secteurs qu'on peut mettre en avant. Sinon, au niveau de la transformation, on a financé pas mal d'entreprises au niveau de la savonnerie, par exemple. Mais le plus simple, ce serait à vous de voir, regarder au niveau de votre marché, peut-être dans votre quartier même. Vous-même, vous avez identifié les besoins qu'il y a dans votre famille, des gens qui ne trouvent pas le produit au bon prix ou bien le bon type de produit. Vous pouvez identifier ça vous-même, mais je dirais quand même qu'au Mali, tout est à faire. Tout est à faire et vraiment, si vous êtes sérieux, si vous êtes rigoureux et si vous êtes persévérant, M. Ba a beaucoup insisté là-dessus. L'entrepreneur, c'est quelqu'un vraiment de résilient, quelqu'un qui a un mental très fort. Si vous êtes résilient, vous pouvez réussir dans n'importe quel secteur d'activité au Mali. Nous, au FACEJ, on finance tout, mis à part le commerce. Et je sais que dans n'importe quel secteur d'activité, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mais il faut vraiment être résilient, il faut être patient, parce que ça, c'est une chose qu'on doit dire aussi. L'entrepreneuriat, ça demande du temps. C'est pas l'an prochain que vous aurez une Mercedes. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Azalaï, les hôtels Azalaï. C'est un très grand entrepreneur malien qui a créé ça, M. Sadek Bali. Lui, je voyais un panel et il disait que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, quand on parle à un jeune de moyen terme, il va dire que c'est 3 mois. Quand on parle de long terme, c'est 1 an. Et quand on parle de court terme, ça c'est la semaine prochaine. Ouais. Alors que c'est pas comme ça. Lui, il a travaillé pendant 40 ans avant d'être invité partout comme il est aujourd'hui. Ouais. Donc ça aussi, si vous avez cette résilience, cette patience-là, n'importe quel secteur d'activité peut faire de vous des millionnaires, ça c'est sûr. Au Mali, tout est à poursuivre. Effectivement. Pour répondre plus simplement, moi je dirais déjà, vous voyez au niveau de l'agriculture et de l'agribusiness, il y a tout plein de métiers que vous pouvez faire. J'ai évoqué le marketing, la logistique. Ça, c'est un secteur où il n'y aura pas la crise au Mali. Parce que pourquoi? On est actuellement 22-25 millions. En 2050, on sera 50 millions. La population va devoir falloir nourrir toute cette population. Donc, vous pouvez être sûr que l'agriculture ne sera pas en crise. Donc, que vous soyez dans le marketing, dans l'achat, ou autre, la qualité, ou la logistique, etc. Vraiment, ça, c'est un secteur que moi, je recommande à l'ensemble des personnes. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à M. Ba et de clôturer ce panel, pensez à ce dont la population a besoin aujourd'hui. Vous voyez comment on vit, il y a les mariages, il y a les baptêmes, donc l'événementiel, ça marche. La nourriture, la restauration aussi, ça marche. La décoration aussi, ça marche. Et comme M. Sidibé, M. Ba et M. Sinayo Yoko ont précisé, vous, avec les études que vous faites, vous pouvez en fait peaufiner le business. Par exemple, aujourd'hui, on parle de packaging. Vous allez voir qu'en Europe, ils vont peut-être prendre nos plantes, nos citronnelles et autres, ils vont en faire de la poudre, ça va devenir du thé, c'est très joli, c'est très instagrammable, et les gens vont acheter parce que c'est joli. Si nous, on ne sait pas valoriser notre propre culture aujourd'hui, vous voyez, les étrangers valorisent le bogolan. Qui s'habille en bogolan quotidiennement ici? À part Mme Hamzat qui le porte souvent de temps en temps. Qui s'habille en bogolan ici? Pourtant, c'est magnifique et ça vient de chez nous. Mais vous allez voir que c'est à l'étranger qu'on valorise ça et ça coûte cher. Donc, à vous aussi, ceux qui sont dans la logistique, le transport. Monsieur Sidibé a une ferme, a un champ, a des hectares. Comment il fait pour approvisionner sa marchandise? C'est pas un client qui est assis ici. Hein. Voilà, donc il faut voir loin. Mais c'est un client qui est assis ici. Monsieur Ba également, qui travaille pour l'agence des jeunes pour la promotion de l'emploi, c'est également une personne à qui vous pouvez vous adresser. Il a une connaissance du métier. Maintenant, vous les jeunes, il faut comprendre, comme il a dit, c'est pas à pas, step by step. Nous qui sommes là avant vous, là, il y a eu du chemin. Ça veut dire que quand vous finissez vos diplômes, il y a un processus à suivre. On ne devient pas entrepreneur en un jour, on ne devient pas millionnaire en un jour. C'est faux. Il faut tomber, échouer, se relever et apprendre, avoir une résilience, être fort de caractère. Le Mali vous appartient. Et il vous appartient aussi de valoriser à travers les connaissances modernes que vous avez aujourd'hui, de mettre du marketing, de rendre jolie notre culture et d'exporter notre culture, que ce soit au niveau de le culinaire, que ce soit au niveau de nos vêtements, que ce soit au niveau de la société de manière générale. Et comme je le dis souvent, pour valoriser chez soi, il faut s'aimer d'abord.
Et la culture, c'est un marketing qui peut créer beaucoup d'emplois à l'intérieur. Donc ça, pensez vraiment à ça, c'est un processus. Le diplôme, le stage, je vais chercher la pratique dans les entreprises. Une fois que j'ai la pratique, que ce soit au niveau d'une ferme, d'un agriculteur, au niveau d'un coordinateur de projet, comment il travaille? Parce qu'aujourd'hui, quand on a des responsabilités, il faut des années d'expérience avant de pouvoir occuper certains postes. On ne devient pas directeur en 2 ans, c'est impossible. Sauf si c'est ton entreprise. Et même quand c'est ton entreprise, il y a forcément des compétences que tu n'as pas. Donc, jeunesse, je suis contente parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui est vraiment motivée, ils sont vraiment dynamiques, mais ils ne sont pas cadrés. Dans le sens où ils vont dans tous les sens. Voilà, ils ont accès, ils ont toutes les connaissances, on leur donne tout à disposition, mais ensuite, prendre l'outil, le maîtriser, comment utiliser l'outil qu'on nous donne, ça, c'est un vrai problème. Voilà, donc je dirais vraiment, la jeunesse, concentrez-vous sur une chose à la fois, allez, ne regardez pas le temps. Concentrez-vous à apprendre d'abord et ensuite l'argent viendra derrière, forcément. Parce que je sais que vous, là, c'est l'argent qui vous intéresse. Donc, on va terminer avec Monsieur Ba aujourd'hui. Selon vous, au niveau de notre... Vous avez parlé de culture entrepreneuriale. Si un étudiant aujourd'hui veut aller vers l'entrepreneuriat, quelles sont les habitudes qu'il doit apprendre à développer pour favoriser cela? Merci madame pour cette question. Je sens que vous êtes une modératrice de métier parce que cette question me permet directement de regrouper en même temps les réponses données par mes deux co-débatteurs et de faire en même temps une synthèse de leurs réponses aussi limpides et claires à l'endroit du public. En fait, c'est aussi simple, tout comme M. Sidibé et M. Sénégo l'a dit, et je l'avais dit au départ, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui est ambitieux, mais autre chose très très importante, un entrepreneur, tout comme un jeune, c'est quelqu'un qui doit avoir de la vision. La vision, quand vous avez ça, c'est ce qui vous permettra d'éviter des échecs, comme M. Sidibé l'a dit, mais la même vision vous permet de vous orienter en fonction des opportunités existantes. Parce qu'il y a une opportunité. Vous avez vu, M. Sénégo, il a commencé à citer, il a dit, ouais, au Mali, tout est à faire. Il y a des secteurs porteurs. Quand je vous pose la question tout de suite, quel est le véritable problème au niveau du Bamako aujourd'hui? Je ne dis même pas en dehors du Bamako. Selon vous, au Mali, actuellement, quel est le véritable problème que tous les Maliens connaissent? C'est quoi? Je vous pose la question. Ah, on peut lever la main? Le courant, l'électricité. N'est-ce pas? Oui. Et tout le monde est unanime là-dessus. Et l'une des alternatives pour l'électricité, c'est, même le président de la transition l'a dit, c'est les énergies renouvelables. C'est un domaine viable et aujourd'hui, tous les Maliens cherchent à sortir de cette dépendance à l'EDM. Même moi, qui suis d'une famille modeste avec un salaire modeste, je suis en train d'économiser. Parce que je veux sortir de cette situation où je suis obligé de passer toute la nuit dans l'obscurité. Même si ça commence à s'améliorer. Donc, vous jeunes, quand vous allez vous mettre avec d'autres jeunes qui ont une certaine expertise dans le développement des énergies renouvelables, l'installation des panneaux solaires, et vous avez cette expertise en gestion. D'autres peuvent avoir une expertise dans d'autres domaines, mais les FACEJ ou d'autres structures sont là pour vous accompagner. Je connais bien les FACEJ parce que j'ai fait des missions avec Foussine Toubia et Brema Traoré. Et les FACEJ, non seulement ils servent de garantie, les FACEJ servent de garantie pour vous faire le niveau des banques, mais aussi les FACEJ apportent des subventions et des subventions énormes. C'est-à-dire, surtout quand le projet est viable. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout à Bouni, j'ai vu qu'ils sont dans les énergies renouvelables, ils sont beaucoup appuyés par les FACEJ. Mais cela dit, je répète cela à chaque fois, même si ça ne plaît pas souvent à certains de mes collègues, ne soyez pas des jeunes qui courent
tout le temps derrière les subventions, partout. Il y a des jeunes entrepreneurs aussi qui sont spécialisés dans ça. Non, et leur entreprise ne part jamais en faillite, mais leur entreprise n'excelle jamais aussi. Quand ils apprennent que FACEJ est là, FACEJ est en train d'accorder des subventions et d'accorder des prêts aux jeunes, ils courent pour amener leur projet. Leur projet est très bon. Bon voilà, quand ils partent pour présenter, ils parviennent à convaincre le public et puis le jury. Ils obtiennent le financement là-bas. Après, les PRAPS, ils apprennent que les PRAPS aussi est dans la même zone. Les PRAPS, c'est les projets d'appui au pastoralisme et autres. Ils viennent avec les mêmes projets. Comme ils sont doués dans la matière, ils viennent, ils convainquent aussi le jury, ils obtiennent le financement. Et les mêmes jeunes courent aussi vers les programmes indicatifs de coopération. Mais moi, j'ai eu la chance d'être dans la mission du FACEJ. Mais je me suis dit, mais attends, mais les mêmes jeunes que j'ai formés avec le programme indicatif de coopération, un programme financé par les Luxembourgeois, c'est pratiquement ces mêmes jeunes qui se présentent pour le PRAPS, c'est les mêmes jeunes qui se présentent pour les FACEJ, mais et les autres jeunes de Pouni, et les autres jeunes de Sikasso. D'accord. C'est comme si ils ne cherchent qu'à courir derrière les financements. Très bien. Alors que s'ils se concentrent sur les financements obtenus, c'est sûr qu'ils peuvent faire en sorte que leur entreprise soit une grande entreprise. C'est ce que je voulais dire pour terminer. Merci beaucoup. Merci M. Ban, on peut applaudir. On va également terminer avec M. Sidibé. M. Sidibé, vos derniers conseils à cette jeunesse, parce qu'on attend beaucoup de vous également. Vous avez été architecte, vous êtes aujourd'hui dans l'agriculture, vous êtes dans plusieurs activités, vous avez une connaissance aussi du pays, du fonctionnement, des mécanismes, pour qu'aujourd'hui nos jeunes puissent comprendre vraiment quels sont les derniers conseils, les conseils d'or que vous pouvez nous donner. Donc, au lieu de conseils, moi je vais simplement lancer un cri de cœur et une demande à ce management de m'envoyer ces jeunes-là pendant 2-3 jours. Oh, ça s'applaudit. Alors là, il faut qu'ils viennent par eux-mêmes voir les difficultés, qu'ils comprennent les opportunités. Et aujourd'hui, on peut garder sa profession, mais encore faire de l'agriculture. Tout à fait. Depuis Modibo Keïta, et les fonctionnaires étaient, la seule activité qui était permise aux fonctionnaires, c'est d'avoir son champ. Sous la Révolution, c'était ça. Il l'a compris. Il y a des morcellements vers Samango et tous ces Modibo Keïta qu'il a fait. Parce que la finalité, c'est ça. Maintenant, avec la technologie, on a appris à nos élèves là-bas un simple petit tissu qu'on appelle tissu de forçage. On couvre les plantes avec, on gagne 17 jours sur la récolte. Et c'est 17 jours d'économie. Et des 17 jours qui vous permettent d'arriver sur le marché quand les autres, tout le monde n'est pas venu. Et c'est un game changer. Donc, j'invite ces jeunes-là, amenez-les-moi 2-3 jours en immersion totale pendant que la formation est en train de se passer. Ils ne sont pas obligés de travailler, aller en observation, poser des questions. Après ça, on ne pourra pas. D'accord. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Sidibé. Moi-même, je précise que je vais modérer aussi la formation. Merci beaucoup, M. Sinayoko. Alors, vos derniers mots, les derniers conseils sur l'accompagnement des entrepreneurs. Quels conseils peut-on donner à cette jeunesse qui a vraiment envie? Parce que la jeunesse a vraiment envie. Donc, avec le programme FACEJ qui existe, l'accompagnement qui existe, l'information que vous mettez à disposition, quels sont les derniers conseils que vous pouvez leur donner? D'accord. Donc, tout d'abord, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié l'invitation de M. Sidibé. Allez-y, des séminaires dans ça également. Et au niveau des conseils à donner, moi, je dirais tout simplement déjà exploiter ce que vous avez appris. Je disais tout à l'heure que la gestion, ça c'est transversal. Toutes les entreprises cherchent quelqu'un qui sait bien, quelqu'un qui sait qui part l'argent, comment rendre l'argent, etc. Ça c'est quelque chose que vous pouvez exploiter en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé également. C'est vraiment une compétence très importante que vous avez développée. Essayez de la renforcer à tout moment.
Comme je disais au début également, la formation. Formez-vous quand vous savez exactement dans quel domaine vous voulez agir, que ce soit l'entrepreneuriat avec votre propre entreprise ou alors travailler dans un certain secteur d'activité. Formez-vous, continuez à vous former. Voilà, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, donc continuez à vous former. Il y a énormément d'opportunités aujourd'hui avec le digital. Continuez à vous former pour être vraiment quelqu'un d'incontournable dans votre secteur. Et puis dernièrement, l'étude de marché, j'insiste encore là-dessus. Je crois que M. Stevie l'a dit en introduction, mais pour moi il a tout dit. L'étude de marché, vraiment connaissez votre marché, sachez à qui vous voulez vendre, comment vous voulez vendre, et si vous voulez être employé, salarié, essayez de voir exactement quelles sont les compétences qui sont recherchées sur le marché. Voilà. Pour prendre les lunettes, si on peut dire, de l'employeur. Très bien. Et bon, je terminerai quand même sur une chose. Bon, s'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, je vous encourage à commencer au plus vite. C'est-à-dire, j'ai bien insisté sur la formation, n'est-ce pas? Mais si vous vous lancez, c'est aussi une formation pratique, si on peut dire. C'est-à-dire que dans toute chose, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Vous pouvez commencer quelque chose sans prendre de risque. Quand je vous dis lancez-vous, c'est tout simplement commencer à demander à votre entourage: ah, mais toi, est-ce que tel produit ça t'intéresse? C'est ça l'étude de marché. Donc, moi, je vous encourage à vous lancer au plus vite. Et après, quand peut-être vous avez suffisamment de confiance, n'hésitez pas à rejoindre des programmes comme le FASEJ. Mon numéro de téléphone il est avec M. Konaré. Vous êtes tous les bienvenus, tous les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Très bien. Alors, je vais laisser M. Ba, vous avez des mots de fin? Naturellement, je vais parler avec les jeunes que je considère comme des jeunes frères et des petites sœurs. C'est d'avoir la culture qui donne le soin, les sacrifices utiles. Vous ne verrez personne dans ce monde qui a réussi dans tel ou tel domaine qui n'a pas fait plus d'énormes sacrifices. Et là, ça nécessite beaucoup d'efforts, d'accepter à tout l'air. Vous allez voir, vous serez obligé de veiller la nuit sur votre ordinateur pendant que les autres dorment. C'est là, c'est par ces chemins qu'il a réussi. Ceux-là qui seront destinés à l'emploi professionnel, à être dans les bureaux, qui ont pour vision cela, orientez-vous vers ça et donnez-vous à ce domaine-là correctement. Mais ceux-là qui savent qu'ils ont les compétences nécessaires et qu'ils ont pour vision de travailler à leur propre compte, d'être des entrepreneurs, engagez-vous sans relâche. Et là, ça nécessite un triple effort. Un triple effort parce que celui qui travaille pour le compte de quelqu'un d'autre, voilà, il vient, il a des missions, il les remplit. Et vous avez non seulement des missions propres à vous, mais aussi vous devrez chercher à satisfaire un client, vous devrez chercher à innover constamment. Aussi, pour faire un rajout par rapport à ce que M. Sinago a dit, en plus de l'étude du marché, cherchez à mieux gérer votre budget. Et c'est là, je demande même à ce management, si vous avez des procès qui peuvent le donner des cours d'éducation financière, ou faites le demande à la aide. Surtout, nous sommes prêts à venir enseigner des cours d'éducation financière. Parce que beaucoup d'entreprises peuvent faire énormément de profits, mais la mauvaise gestion fera que l'entreprise va partir en famille. Donc, apprenez à mieux gérer votre budget. Très bien. Aussi, pour terminer, madame, je vous en prie. Je sais que j'ai. Rapprochez-vous des bonnes personnes. Cherchez des mentors. C'est extrêmement important. Vous venez d'avoir une énorme chance, quelqu'un que d'autres cherchent à avoir, je sais. L'école le fait venir de façon facile. C'est vrai, ça. Et vous, les enfants, gagnent. Vous venez trouver face à une personnalité qui est tellement recherchée, et c'est l'école qui vous amène ça. Et lui, il est disposé à vous recevoir dans son champ pour passer. Deux questions.
Est-ce que vous avez deux questions? Comme on a dépassé légèrement l'heure indiquée, on va prendre 2 questions dans le public. Là, il faut vraiment poser une question, parce que là, c'est la question. Ils ont tout compris. Ah, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions dans l'ensemble? Je pense qu'on a fait le tour. Hein? Ah, c'était pertinent. Ils ont été perspicaces. Donc, je pense qu'on est bon. Pas de questions? Pardon, il y a une petite question? Oui? Une question? Tu veux poser une question? Vas-y. Tu peux te lever. Bonjour à tous. Je m'appelle Cassie Kovido Ahmad. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était très, très intéressant. La question que je vais poser, c'est tout d'abord le Mali, c'est un pays jeune. 70% de la population a moins de 35 ans. Généralement, on voit l'entrepreneuriat comme, je dirais, un secteur d'or. On a l'habitude, comme vous l'a dit, je crois, on a l'habitude d'être trop optimiste. Et ça, c'est un danger pour l'entrepreneuriat. Ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que notre formation professionnelle, les diplômes qu'on nous offre, est-ce que c'est réellement adapté aux situations du marché mondial actuellement? On devrait apprendre dans notre génération à plutôt former de plus en plus. Et savoir que notre diplôme ne suffit pas pour ce qu'on fait actuellement. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question ou c'est la seule question? Ok. Donc, je vais donner la... Quelqu'un veut répondre? Ok, très bien. Alors, aujourd'hui, les matières que vous faites, elles sont essentielles. Parce que pour chercher du travail, il faut avoir des connaissances de base. Les matières qui sont enseignées, c'est la base. Et vous allez voir, vous avez des filières générales, enfin en tronc commun, et ensuite vous avez les spécialisations. Tout ce qui est fait en tronc commun, là, c'est la base pour pouvoir évoluer sur le marché. Vous voyez, l'école est là pour vous donner les bases. Ce sont des clés, mais après, c'est à vous de prendre ces clés et d'aller ouvrir les bonnes portes. C'est-à-dire que l'école fait juste son travail, vous mettre à disposition un cadre, des matières qui sont d'actualité. Je le dis parce que moi, tout ce qui est développement personnel, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font développement d'écoles qui font développement personnel, ingénierie financière, gestion de projet, etc. L'art oratoire. Monsieur Baladi, si tu ne sais pas te vendre, on le dit tout le temps. Même si tu as 20 sur 20, tu ne sais pas te vendre, tu ne sais pas vendre ton produit, c'est 0. Donc 20 sur le papier, c'est bien, mais 20 aussi dans l'art oratoire ou dans la manière de se vendre, c'est excellent. Parce que beaucoup de gens, justement, excellent, non pas parce qu'ils ont forcément un bagage, un doctorat, ils excellent parce qu'ils savent parler. Donc c'est à vous de prendre, ce que j'ai fait en comptabilité, ce qu'on a fait en ingénierie financière, ce qu'on a vu en logistique. Je l'ai dit tout de suite avec M. Sidibé, comment il fait la logistique de sa marchandise? C'est une question qu'il faut lui poser. Dans le cours, là, on ne voit pas des manières de transporter l'approvisionnement. Je ne sais pas s'il y a des logisticiens ici. L'informatique aussi, comment il fait le suivi de sa marchandise? Comment il fait l'inventaire pour éviter les vols, par exemple? Il parle de l'intelligence artificielle. C'est à vous d'utiliser ce qu'on vous donne pour pouvoir approcher et gagner des marchés. Mais si vous pensez que vous êtes assis ici, on va venir vous chercher là, vous rêvez, les amis. Alors, il faut vous dire la vérité. C'est à vous de sortir et d'aller vers les autres et d'utiliser aussi toutes les connaissances que vous avez, parce que c'est dommage de faire 5 ans à l'école et de dire « Ah, j'ai eu 20, la matière est terminée ». Non, j'ai eu 20, la matière est peut-être terminée, mais je continue avec cette matière sur le marché. Ok, merci. Moi, je voulais ajouter que votre professeur vous a dit tout à l'heure en français facile que le diplôme c'est 30%. 70%, c'est vous-même pour trouver un emploi. Vous êtes peut-être né avec une cuillère à la bouche, excusez à l'or, mais l'emploi ne vous sera pas donné dans les mêmes conditions, sauf si vous créez une entreprise familiale. Donc, ça veut dire que le diplôme, c'est 30%. 30% de formation, 30% pour comprendre le basique. C'est comme dans un bâtiment, c'est le soubassement. Maintenant, les murs, la climatisation, le ventilo, c'est vous-même. Votre vision, comme la vision globale.
Ok, oh, je vous en prie. Allez. En tant que personne humaine, qu'est-ce que vous voulez apporter au pays? Parce que vous avez eu l'impression de dire qu'est-ce que l'État va faire pour moi et on n'a pas fait pour moi, on ne va pas donner ça. Il est temps pour vous de vous poser la question. Qu'est-ce que vous, en tant qu'individu, en tant que Malien ou Malien, vous allez apporter à cette nation-là? Si vous avez compris ça, il y a quelque chose de réglé. Merci. Bon. Ok. Merci. C'est une très belle question. Mais moi, je voudrais juste vous rassurer qu'en réalité, il est temps qu'on sorte même de cette question d'adéquation, emploi, formation. Quand ça a commencé, j'étais encore à l'université et j'ai participé à beaucoup d'ateliers avant l'instauration du système LLB à l'université. J'ai participé à beaucoup d'ateliers en tant qu'étudiant parce que voilà, à l'époque, on nous choisissait pour participer à ces ateliers. Mais qu'est-ce qu'on disait? On disait que voilà, les sortants de la FJP, à l'époque c'était FJP, Faculté des sciences juridiques et politiques, et les sortants de la FLASH, Faculté des lettres, arts et sciences humaines, ils n'ont pas assez de débouchés sur le marché de l'emploi. Mais moi, je vous pose la question. Les magistrats sont recrutés au Mali, oui ou non? Oui. Les conseils juridiques, ils sont recrutés, oui ou non? Oui. Les juristes de formation, ils deviennent des administrateurs, oui ou non? Oui. Il s'agit pour l'État plutôt d'offrir d'autres opportunités beaucoup plus viables aux étudiants et que les jeunes puissent être mieux orientés. Est-ce que vous savez qu'il y a des conseils d'orientation qui existent au niveau des académies, au niveau des CAP, qui ont pour mission d'orienter les élèves qui ont eu le DF? Qui parmi vous, après le DF, a été orienté par ces conseils d'orientation? Une personne. Deux sur combien dans la salle? Peut-être vous êtes 50, j'ai vu peut-être 100. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faudrait que les élèves soient orientés vers les filières scientifiques depuis le départ. Parce que quand les élèves sont orientés vers les filières scientifiques au lycée, quand ils vont faire sciences, ils n'ont pas eu peur de faire sciences. À l'université également, ils vont savoir que si je pars faire gestion de logistique et de transport, parce que c'est ce que je suis parti faire. En 2009, je savais qu'en sortant, il y a 0 chômeur au niveau de la filière gestion de logistique et de transport. À l'époque, vous sortez, même jusqu'à présent, on a 0 chômeur dans notre promotion. Ils sont tous dans les organisations non gouvernementales parce que les jeunes ont besoin de logisticiens. Je suis allé faire logistique pour ça. Et vous aussi, si vous devrez travailler dans les bureaux, il faut vous orienter vers ça. Parce qu'en 1960, en 1970, je parle sous le contrôle de M. Sidibé. Quand on terminait avec les études, il y avait de l'emploi. Terminé, vous n'avez même pas besoin de faire un concours pour venir commencer à travailler. Aujourd'hui, sachez choisir les bonnes filières pour vous orienter vers cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ba. On termine avec M. Sinayoko. Alors, pour répondre à la question au niveau de l'affectation de la formation en intérêt, il faut savoir, j'ai expliqué que la formation c'est vraiment la clé, mais la formation ne s'arrête pas aujourd'hui. Vous allez continuer à vous former. Mais concentrez-vous aussi déjà sur ce que la formation vous a apporté et qui est transversale, notamment la gestion. Moi, je pense que quand vous êtes dans une école comme Suc Management, ce n'est pas vraiment les compétences qu'on vous apprend. C'est une manière de réfléchir, une manière d'apprendre aussi. On vous a appris à apprendre, on vous a appris à réfléchir pour que vous continuiez à vous former chaque jour, pour que vous continuiez à vous former. Et j'aimerais revenir sur une autre chose que Suc Management doit vous apporter. Monsieur Ma avait évoqué quelque chose de très important, c'est le réseau. Le réseau est quelque chose de très important pour l'emploi, comme dans toute chose. Dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, c'est quelque chose de très important. Quand vous êtes dans une école comme Suc Management, normalement, vous êtes entouré par des gens qui ont de l'ambition. Vous n'êtes pas dans une école comme ça pour voir petit. Vous êtes tous ambitieux, on le sait. Donc ça, c'est votre avantage. Côtoyez ces relations
à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est quelque chose aussi qui va beaucoup vous apporter. Voilà. En tout cas, au niveau des compétences, les compétences, vous allez les renforcer. Peu importe l'employeur, il va devoir vous reformer de toutes les manières. Mais vous avez des compétences clés, cette manière d'apprendre, cette manière de réfléchir. Deuxièmement, la gestion. La gestion, ça fait partie de votre tronc commun. Et puis, une dernière chose, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Vous maîtrisez plus le français si vous êtes dans cette salle. Quand on ne maîtrise pas le français, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un avantage énorme que vous avez sur le marché malien. Vous pouvez vraiment utiliser l'intelligence artificielle à 100%. Profitez-en, ça vous donne un avantage compétitif qui est comment dire, irréfutable. Très bien. Merci à tous, merci à nos intervenants pour le temps accordé à ce panel Subtalk. Oh là 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 là. Le temps est déjà, je pense que le temps est déjà, le temps a sonné déjà. Mais c'est pas perdu, il y a M. Bekay qui est là, il y a les contacts des panélistes qui vont rester et je pense que l'administration va mettre à disposition un relais pour continuer à garder le contact. Donc, un grand merci à Sup Management pour cette initiative. Un grand merci à nos panélistes de haut niveau. Ça, il faut le préciser. On applaudit pour eux encore, s'il vous plaît. Et donc, la séance est définitivement levée, pas de négociation. On va faire une photo de famille. Merci. Connaissance de son domaine. Ok? Il faut également s'entourer des bonnes personnes. Ça veut dire avoir des mentors. Donc, la majorité des professeurs, de l'administration, tout le monde a une expérience propre à soi. Et également, les intervenants qui viennent régulièrement à Sup Management sont vraiment des personnes auxquelles il faut vraiment s'accrocher. Le panel était très riche parce que je pense que les trois panélistes, que ce soit M. Ba, il est très sur la conscience de l'homme et des réalités du terrain. Monsieur Sidibé, ici, a une connaissance globale du Mali de par son métier de base architecte. Et aujourd'hui, il est dans plusieurs domaines, dont l'agriculture, où il y a beaucoup de succès. Et Monsieur Sinayogo, qui est sur l'approche projet. Comment on fait un projet? Comment on le monte? Et comment ça se déroule avec le FACEJ? Donc, ici, à côté, et vous avez aussi, moi, attends, je vais me sucrer aussi un peu. Vous avez aussi l'emploi aussi, hein, les conseils, le coaching, le recrutement. Voilà. Et ces trois invités ici aujourd'hui sont vraiment des ressources fortes pour vous aujourd'hui. Voilà, on ne dit pas ça parce qu'ils sont là, on dit ça parce que vraiment c'est la réalité. Ils ont une expertise qui va vous faire gagner 10 ans. Et vous évitez de faire des erreurs. Donc vraiment, il faut solliciter peut-être l'administration, ou M. Bekay, ou Mme Hamzat, ou Mme Tungara, pour vraiment approcher ces personnes. On va faire le stage gratuit, j'irai modérer, ça c'est sûr. Voilà, mais retenez que vraiment la volonté, aimer le pays, allez voir ce qui marche. Un problème, une solution. Un problème, une solution. Il y a l'électricité, il y a l'insalubrité, l'environnement. Parce que même pour qu'on puisse faire l'agriculture, il faut que l'environnement aussi soit propice. Voilà, donc vous avez les compétences, vous avez les outils. Moi, je crois en vous et je sais que vous êtes capable de réaliser beaucoup de choses. Avec la modernité, apporter de la modernité à ceux qui existent déjà et ensemble, on ira loin. Merci à tous, merci à Sup Management. Donc, la séance est levée. Merci. Le conseil que je peux donner, c'est toujours l'engagement et aussi l'abnégation, à ne jamais abandonner et aussi avoir une vision, surtout avoir une vision claire, savoir ce qu'ils veulent, définir clairement leur projet professionnel et en définissant leur projet professionnel, ils sauront dans quel domaine ils doivent entreprendre ou dans quel domaine ils doivent se lancer pour la recherche de l'emploi. Merci. Alors, je salue Sup Management et le club Subtalk pour cette invitation. Aujourd'hui, l'employabilité, c'est vraiment une thématique très importante. À une époque où beaucoup de jeunes diplômés se trouvent en recherche d'emploi et des fois aussi en désadéquation avec les réalités du marché de l'emploi. Donc, c'était très bien d'avoir réuni des acteurs professionnels du monde de l'entrepreneuriat et également M. Sidibé qui est un spécialiste de l'agriculture, un secteur qui a énormément de potentiel pour l'économie malienne. Alors au niveau des conseils, comme on l'a évoqué durant le panel, tout d'abord, essayez de vous former au maximum.
Que vous soyez créateur d'entreprise ou futur créateur d'entreprise, que vous soyez quelqu'un qui a envie de se lancer dans une carrière dans le salariat, essayez de vous former pour être quelqu'un de compétitif dans votre secteur d'activité et tout simplement. Maintenant, le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est la résilience, la patience. Vous le savez tous, on est dans un pays où il y a beaucoup de défis. Et un pays avec un énorme potentiel, mais il faut savoir être résilient, il faut savoir être patient, notamment en termes d'entrepreneuriat. C'est pas du jour au lendemain qu'on commence à gagner des millions ou des milliards. Il faut être patient, investissez-vous, formez-vous à tout moment pour pouvoir ensuite devenir la personne la plus compétitive dans votre domaine, si c'est possible. Et le troisième conseil que je pourrais donner, essayez de bien connaître les besoins du marché en termes de compétences et en termes de profil recherché. Voilà, bonne chance à tous. Alors moi, c'est Elie Sinayoko, je suis expert au niveau du programme FACEJ, qui est un programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes de 18 à 40 ans. Alors, le thème, c'était l'employabilité, opportunités et défis. Nous avons eu affaire à 3 grandes personnalités, M. Sidibé, M. Ba et M. Sinayoko. Alors, ce que j'ai compris durant cette conférence, c'est que premièrement, c'est bien d'avoir une formation professionnelle, mais le plus important, c'est l'auto-formation. Ce que l'école nous donne et ce qu'on apprend à l'université, c'est 30% de ce qui va nous servir sur le marché du travail. Premièrement, il faut qu'on apprenne à être plus indépendant, déterminé et surtout résilient. Il faut qu'on comprenne que les résultats, ce n'est pas au bout de 3 mois ou de 1 an, mais sur le long terme. Nous avons par exemple M. Moussadek Bali qui a travaillé pendant 40 ans pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. M. Sidibé nous a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas facile pour tout le monde d'être entrepreneur, parce que pour être entrepreneur, il faut avoir l'esprit fort, il faut être déterminé et il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et personnellement, en tant que femme, j'encourage toutes les jeunes femmes à entreprendre, à savoir ce qu'elles veulent et à aller droit au but. Parce que notre génération, c'est une génération remplie de courage et d'ambition. Et surtout, on n'a pas peur de franchir le pas. Je sais que notre génération va être à la base de beaucoup de changements au Mali. Bonjour, je suis Mademoiselle Ba Fatoumata Chirine, étudiante en 3e année Management International. Alors ce matin, nous avons eu l'honneur de participer à un panel avec 3 grandes personnalités qui sont M. Sinayoko, M. Sidibé et M. Ba. Durant les quelques minutes qu'on a pu passer avec eux, on a pu avoir un échange vraiment enrichissant avec eux. La thématique d'aujourd'hui, c'était l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Et on a fini par comprendre que la formation n'est pas le seul atout pour nous les jeunes. Nous devons apprendre à mieux utiliser notre savoir-faire, à d'abord maîtriser l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui à travers les études de marché, comme l'a si bien précisé M. Sinayoko. Également savoir que certains secteurs au Mali sont énormément porteurs d'emplois, notamment le secteur de l'agriculture, le digital et beaucoup d'autres secteurs. Et il y a une phrase qui est beaucoup revenue lors de ce panel, c'est « Nous les jeunes sont esclaves du marché aujourd'hui, à la fin de nos études. Alors nous devons savoir comment saisir les opportunités, comment acquérir des connaissances, notamment des connaissances qu'on va acquérir à travers des formations, des auto-formations, et ne pas seulement se limiter aux formations que nous avons au sein de nos différents établissements. Merci.